Bonjour. Vous avez besoin d'un renseignement ou vous préférez regarder? Vous cherchez un sujet en particulier? Ésotérique? Oui, nous avons plusieurs ouvrages. Sur quel sujet précisément vous cherchez? Ah, d'accord. Mais juste pour affiner un peu la recherche, vous cherchez quelque chose de précis? Vous avez un ouvrage en tête? Non? Est-ce que c'est pour... vous voulez apprendre à tirer les cartes ou un sujet en particulier? Ah, d'accord. Je sais pas, si je peux me permettre, je vous sens un peu troublée. Ah, vous pensez que votre maison est hantée, vous dites? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Est-ce que vous avez constaté des choses étranges ou vu quelque chose ou entendu? Ah, très bien, vous avez un sentiment, vous avez une impression comme ça que... D'accord. Mais écoutez, j'ai un ouvrage là qui vient d'arriver et qui me semble tout à fait adéquat parce que je peux vous en parler, je viens de le lire. Alors, attendez voir. Oui, c'est celui-ci. Oui, alors c'est un livre. Oui, ça s'appelle L'au-delà sans peur. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va vous aider. Vous êtes paniqué? Ah oui, je comprends. Vous avez peur de rentrer chez vous? Vous êtes toute seule ou il y a quelqu'un qui peut vous accompagner? D'accord. Écoutez, alors d'autant plus je vous recommande la lecture de ce livre alors. Oui, alors c'est un livre, vous voyez, c'est une écrivaine qui s'appelle Denise Kikou-Gillian. Et en fait, ce livre, c'est justement un peu le sujet qui vous préoccupe. Alors, c'est un livre qui se différencie un petit peu des autres dans le sens où cela ne vous explique pas si oui ou non ces phénomènes existent. Ça part du principe qu'ils existent et qu'il y a une vie après la mort, si on peut dire ça comme ça, voilà, avec des manifestations qui sortent de l'ordinaire. Oui. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Oui, volontiers. Alors, il y a une très jolie citation qui résume parfaitement le contenu de tout le livre. C'est « L'amour ne craint rien ni personne. Il tranche la peur à sa racine même. » Ça vous parle, ça vous plaît? Alors, le résumé, ça serait la peur de la mort et de l'au-delà, avec un point d'interrogation. Bon, c'est vrai que dans nos sociétés comme ça, le contact avec la mort, on n'a plus tellement, n'est-ce pas? Et la première chose importante, c'est qu'il faudrait vérifier que ça soit ça. Vous savez, vous avez des phénomènes électriques tout à fait normaux. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. Vous voulez que je vous la raconte? C'était... Ah, ça c'est mon chien, c'est rien. Ah, je sais pas ce qu'il a fait aboyer. Mais ça me rappelle donc cette anecdote. Vous voulez que je vous la raconte? Oui, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous, j'ai du temps. Ça s'est passé, c'est une anecdote vraie, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé à Genève, dans une rue, vous savez où il y a les immeubles des Schtroumpfs? Non, ça vous dit rien? Oui, dans ce quartier-là, voilà, rue de la Servette. Il y avait une personne qui habitait un appartement récent et qui, quand elle rentrait chez elle, elle entendait des bruits, vous savez, comme une vibration. Alors elle a cherché partout. D'abord, elle n'a rien osé dire parce qu'elle ne voulait pas
qu'on la juge ou qu'on se moque d'elle, donc elle n'a rien dit et elle entendait des bruits dans les murs en fait. Elle ne savait pas exactement d'où ça venait, puis un jour, voilà, elle a trouvé que c'était dans les murs et elle a cherché, elle a fait venir des personnes pour des médiums, enfin plusieurs personnes qui lui ont dit mais il ne se passe rien dans cet appartement, il n'y a rien de particulier. Puis elle disait mais enfin, je ne deviens pas folle, j'entends ces bruits quand je suis là et c'est assez régulièrement, à certaines heures, à certains moments de la journée. Et ce qui s'est passé en fait, pour faire court, c'est que les transports publics genevois, ils ont ce qu'on appelle des trolleybus. Vous savez, ces bus, mais qui sont reliés par un câble électrique, oui, alimenté comme ça. Et ils avaient en fait changé la tâche de ce câble. Parce que vous avez le câble, il est au milieu de la rue, mais il y a une espèce de renfort, si on veut, accroché à la façade. Et ils avaient accroché le crochet, justement, sur un des modules qui composaient le bâtiment, et c'était des modules préfabriqués. Ils avaient oublié de mettre un tampon. Ça veut dire que chaque fois qu'un bus passait à certaines heures, ou enfin, pas un bus, mais un trolleybus, ce qui n'était pas le cas toute la journée, c'était vraiment à certaines heures, eh bien la vibration du câble était retransmise directement à l'intérieur du mur. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis des fois, il faut d'abord vérifier, puis enlever toute... Ah, vous avez fait vérifier? D'accord. Alors donc, je reviens à ce livre alors. Alors, c'est un livre justement pour... comment je peux dire? Pour prendre ça avec plus de détachement, si vous êtes confronté à ce genre de manifestation inhabituelle. J'aime pas dire tellement paranormal, je préfère dire inhabituel, voilà, qui sort de l'ordinaire. Et que ce soit aussi bien physique, c'est-à-dire matérialisé, ou des égrégores, ou simplement des changements de température, des choses comme ça. Il est bien fait. C'est-à-dire que la première partie, elle va vous parler justement d'expériences avec des médiums. Elle a fait un recueil, elle a interviewé beaucoup de médiums et aussi des personnes qui font des anesthésistes en fait. Oui, et qui ont eu après, vous voyez, avec des morts imminentes, des choses comme ça. C'est quoi une mort imminente? Eh bien, c'est, pour faire très court, c'est quand une personne est déclarée cliniquement morte, que aucune fonction vitale n'est enregistrée, que le cerveau ne donne plus de signal d'activité, et que donc la personne est considérée comme décédée, puisqu'il n'y a plus le cœur ne bat plus, le cerveau ne fonctionne plus, et qui revient. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est des personnes qui expliquent avec des tunnels, de lumière, des personnes qui accompagnent, le bien-être et tout ça, qui ont eu après coup leur vie qui a complètement changé, leur façon de voir la mort ou de l'appréhender. Ça parle de ça aussi, avec, je crois qu'il y a la référence d'un chirurgien, ou en tout cas d'un médecin qui n'y croyait pas trop et qui a vécu ça lui-même, et donc du coup il a changé d'avis. Oui, c'est pas un livre pour croire ou ne pas croire, non, c'est vraiment pour être rassuré. Je pense que c'est un petit peu votre cas. Alors, bon, écoutez, ben voilà, je vais vous le lire en fait, si vous voulez. Donc, peur de la mort et de l'au-delà. L'au-delà est amour inconditionnel. Ceux qui le peuplent ne demandent qu'à nous aider, à nous guider. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Il n'y a ni jugement, ni punition, mais des prises de conscience qui servent notre évolution. Les manifestations de nos chers disparus et de nos guides spirituels sont des invitations à la communication et non des phénomènes de hantise. Parce que l'invisible et immatériel, l'au-delà permet toutes les projections. Fausses croyances, conditionnements et ignorance sont à l'origine d'une peur qui empêche le contact et nous prive d'une part fondamentale de nous-mêmes. Plutôt que d'être une ressource, l'au-delà devient une menace. Ainsi, pour sortir de la peur, il faut apprendre. Ce livre nous enseigne à différencier les formes pensées, les égrégores et les âmes de défunts,
à comparer transe et possession, à appréhender la puissance de notre esprit. Aucune peur de l'au-delà ne résiste à une enquête approfondie, ni errance, ni fantôme, ni entité nuisible. La nature de l'homme est spirituelle, l'amour est ce qui nous constitue. Oui, c'est ça en fait, dans ce livre, c'est un peu le message, c'est que toute manifestation, quelle qu'elle soit, n'a pas un but de nous effrayer. Non, je vous assure. Alors cette idée-là dont vous me parlez, c'est un peu relayé plutôt par les films. Ah, à ce propos, j'ai une autre anecdote, ça me fait penser à c'est ma nièce en fait, oui, c'était ça. Elle m'avait montré il y a quelque temps en arrière une vidéo, elle m'a dit « Oh, ça fait tellement peur !» Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Elle me dit « Regarde, tu vas voir, ça fait très peur. » Et c'était, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, c'est sur YouTube, une caméra cachée. Et alors imaginez un couloir d'hôtel avec un éclairage, un très mauvais éclairage, et on voit une petite fille avec les cheveux dans le visage et en pyjama, en tenant une petite poupée, je crois même. Et les gens étaient complètement paniqués. Alors elle me montre ça, elle me dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait peur !» Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, personnellement, je déteste les films de peur. Oui, tout ce qui est gore, tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Et donc, je n'en vois pas, je n'en regarde pas. Ce qui fait que, au niveau des références que fait l'esprit humain, il va se référer à des choses qu'on connaît. Et pour la petite anecdote, quand on regarde un film, par exemple, à télé, qu'on a une forte émotion, l'inconscient enregistre comme quelque chose de vécu. S'il n'y a pas d'émotion, il passe à autre chose. Mais vous voyez, si ça vous fait rire, eh bien, c'est vraiment vous avez passé un bon moment. Ça existe dans votre réalité. Et si vous avez eu très peur, par exemple, en regardant ce genre de film, eh bien, ça l'enregistre aussi comme une réalité qui vous fait peur. Donc, ma nièce est une grande amatrice de films gore, on va dire ça comme ça. Donc, ses références à elle ne sont pas les mêmes que les miennes. Et quand elle m'a montré ça, je lui ai dit, mais moi, ce que je vois, ça fait pas peur du tout. S'il y avait eu après, je ne sais pas, quelqu'un avec un couteau ou une hache, on peut appréhender le danger. Mais là, c'était simplement mon cerveau, ce qu'il a enregistré, c'est que c'est une petite fille dans un hôtel et qu'elle n'a rien à faire là, de nuit, en pyjama. Donc c'était ça, vous voyez, ça dépend des références que l'on a. Parce que moi, la petite fille dans le couloir, si je la vois, je leur ai dit, mais tu t'es perdue, qu'est-ce que tu fais là, où sont tes parents? Donc voilà, c'était juste comme ça pour l'anecdote de pourquoi on a peur. Et dans notre éducation, en tout cas en Europe, le rapport aux défunts, aux manifestations du défunt, ils sont perçus comme une menace. Puisque, en fait, je ne sais pas si ça existe, à part dans le film Ghost avec Patrick Swayze, je ne sais pas si... Oui, c'est vieux, c'est très vieux. Où il est là pour protéger... Bon, je ne vais pas vous spoiler le film, mais j'entends, c'est une manifestation agréable, vous voyez. J'ai l'impression que 90% des films qui relaient des histoires de revenants, de choses comme ça, c'est plutôt dans le sens négatif. Dans le livre, justement, que je vous conseille de lire, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on se débarrasse de notre corps physique, il reste ce que moi j'appelle une énergie. Il y en a d'autres qui appelleraient ça l'âme, enfin, vous pouvez choisir le mot. Et cette énergie ne disparaît pas. Et après, ça vous explique les différents passages, justement les différentes étapes pour être, on va dire, vraiment mort, puisqu'il y a ces morts imminentes. Et le fait qu'il peut y avoir des déplacements entre le monde réel et, enfin, matériel et immatériel, on va dire ça comme ça.
Oui, tout à fait, c'est ça. Ça veut dire, ça serait des revenants, par exemple, si vous voulez appeler ça comme ça. Après, dans le livre, ça prend des cas de choses auxquelles l'auteur a été confronté ou que d'autres médiums ont résolu, en partant du principe que si une personne se manifeste, c'est pour nous aider, soit pour nous faire comprendre qu'elles sont là. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit je sais pas, c'est vous qui choisissez. Par exemple, c'est mon ange gardien, ou c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup de son vivant et à qui vous faites référence, ou je sais pas, quand vous êtes triste ou que vous avez besoin de réconfort ou d'un conseil. Oui, c'est tout à fait ça. Après, des manifestations visuelles, ça viendrait peut-être plus, d'après ce que j'ai compris dans le livre, du vivant de la personne. C'est-à-dire, c'est comme vous imaginez un GIF. Vous savez ce que c'est, ce petit film qui passe en boucle? Eh bien, ça serait ça. Et ils expliquent que c'est pour ça que la personne que l'on voit ou l'événement que l'on voit se répète toujours aux mêmes heures et en boucle. Ça ne se modifie pas. Et ça serait comme une empreinte due à un événement plus ou moins, comment on peut dire, avec une forte intensité émotionnelle, comme peut-être un suicide ou quelque chose comme ça, ou une activité que la personne faisait à cet endroit-là. Donc en fait, ça s'est enregistré de son vivant. C'est ça, c'est très intéressant, je trouvais. C'est pas que c'est à ce moment-là que la personne se manifeste. Vous voyez la nuance? Ouais. C'est comme un mauvais enregistrement à un endroit. Et c'est resté gravé là. Oui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas d'autres livres en ce moment à vous conseiller par rapport à ça, parce que c'est les livres que j'ai en ce moment en rayon, c'est plutôt justement apprendre peut-être à, je sais pas, le pendule, tirer des cartes, des choses comme ça dans le rayon ésotérique. Oui, je pense qu'il y a d'autres ouvrages, Passeur d'âme, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une autre femme, je me souviens plus, mais je l'ai pas en ce moment, qui parle justement de sa grande peur de communiquer avec des personnes défuntes, et en fin de compte, elle s'est aperçue qu'elles avaient juste un message à faire passer. Oui. Oh, il se lit assez facilement en fait. Non, non, non. Très bien. Vous voulez que je vous lise encore un autre passage? Oui, pourquoi pas. Ça vous fait du bien? Ah bah tant mieux. Alors, voyons voir. Oui, ben voilà. Non, peut-être pas celle-ci. Oui, parce qu'à la fin, il y a donc ces histoires racontées. Elle parle aussi de la puissance de la narration, la fatigue. Voilà. Elle parle du principe, comme ça disait dans le résumé, que si vous avez ce genre de manifestation, peut-être même ça peut aussi être simplement une voix qui vous parle sans être en mode schizophrène, parce qu'on peut s'interroger à un moment donné. Simplement demander ce que vous pouvez faire pour elle. Parce que si elle dépense autant d'énergie pour se manifester, c'est que peut-être que elle a un message à faire passer. Oui, tout à fait. Et puis aussi, vous voyez, c'est un peu comme quand vous êtes invisible pour tout le monde, et tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui vous voit. Ça doit être assez réjouissant, n'est-ce pas? Comme à une soirée, quand vous connaissez personne, et
Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous demander quelque chose. Vous dites, ah, tiens, je suis plus toute seule. Alors, je sais pas quoi choisir comme histoire à vous lire. Sans trop spoiler le bouquin. Qu'est-ce que... Alors, des études de cas. Ah bah tiens, voilà, celle-ci, parce qu'elle est marrante. Enfin, moi je trouvais ça marrant. Vous savez, c'est ça en fait. Si on était habitué depuis, j'allais dire petit, mais j'entends ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui doit se faire en plusieurs années d'existence, j'imagine, au fait qu'il y a ce genre de manifestation. On se dirait, tiens, juste, ah bon, d'accord, ok, qu'est-ce que tu veux, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça serait assez marrant de faire ça comme ça. Alors celle-ci, c'est un peu ça. Alors l'histoire s'appelle Jean de l'Armoire. Alors c'est une histoire racontée par l'auteur. C'était en 2003 ou 2004. Comme chaque jour, j'allais chercher ma fille au jardin d'enfants en pleine campagne. Ce jour-là, il pleuvait, il faisait froid. Lorsque j'arrivais devant la porte extérieure de l'école, je remarquai une vieille armoire en bois sur laquelle de la pyrogravure avait été faite. Et de façon tout à fait irrationnelle et inattendue, je fus envahie par un sentiment de pitié envers cette armoire qui prenait la pluie. Ces sentiments étaient si forts que j'en parlais à la jardinière d'enfants. Elle me dit qu'elle voulait se débarrasser de cette armoire depuis des années. Elle n'avait pas l'énergie ni le temps de s'en occuper véritablement. Elle voulait juste s'en débarrasser. Aussi, quand elle vit que je portais intérêt à cet objet, elle me proposa de me la donner. Je pris ma fille avec moi et rentrai à la maison. Mais l'armoire continuait à me préoccuper. C'était comme si je devais absolument faire quelque chose pour elle. Aussi, l'après-midi même, j'appelai une entreprise de déménagement et je ramenai l'armoire à la maison. Je la fis installer dans la chambre de mon fils Léo, qui avait alors 6 ou 7 ans. L'armoire était relativement en bon état et assez belle. J'avais le sentiment du devoir accompli, comme si j'avais sauvé quelqu'un. Étrange. Mais comme l'armoire était sauvée, je n'y pensais plus. J'ai perdu la notion du temps, je ne sais plus à quel moment exactement je fus gênée par elle. Ce dont je suis sûre, c'est que mon attention n'a pas été attirée avant que je doive dormir dans la chambre de mon fils. Une nuit où je cherchais à m'endormir dans cette pièce, je sentis très nettement une forte présence qui émanait de toute l'armoire. Cette présence était si forte que je ne pouvais l'ignorer. Je tentais de me raisonner et je finis par m'endormir. Mais dans les mois qui suivirent, chaque fois que je rentrais dans la chambre, je sentais à nouveau cette présence. Je dirais même qu'elle se manifestait de plus en plus avec densité. Mais mon fils Léo n'avait pas l'air de la sentir. Les années passèrent ainsi. C'est en 2006 que je commençais l'école de médiumnité de Neuchâtel, et ce n'est qu'en 2008 ou 2009 que je décidai de faire quelque chose. Il faut dire qu'entre-temps, cette présence était devenue encore plus dense. Les enfants avaient grandi, et souvent, en rigolant, nous parlions du fantôme de l'armoire, que nous appelions affectueusement Jean de l'Armoire. Les enfants l'aimaient bien, et j'avais fini par accepter sa présence. À la fin de ma formation en médiumnité, j'accueillis une fois par semaine un cercle de médiums à la maison. Un soir, je proposai à mes collègues d'aller voir Jean de l'Armoire et d'entrer en contact avec lui. Ce qui devait être une simple rencontre médiumnique allait devenir un passage d'âme. Le premier soir, nous entrâmes en contact avec Jean et lui amenâmes amour et lumière. Nous étions 4 et nous perçûmes tous la même chose, bien qu'à des degrés de précision différentes. Voici la synthèse des informations reçues. Jean de l'Armoire était un homme dans la force de l'âge aux alentours de 40 ans, un travailleur de la terre, musclé, solide, au teint buriné par la pluie, le soleil et le vent, et aux mains noueuses. Il se montra ce jour-là habillé d'une chemise blanche, d'un pantalon noir à bretelles et de grosses chaussures boueuses. Il portait les cheveux courts et noirs. Nous le vîmes très clairement, pendu à un arbre dans la campagne française.
Jean de l'Armoire avait été pendu à cet arbre par les habitants du village dans lequel il vivait, car il était accusé d'un délit grave. Nous n'avons pas su de quel délit il s'agissait. Par contre, ce qui était très clair, c'est que Jean de l'Armoire hurlait à l'injustice. C'était très important pour lui d'exprimer son innocence et qu'elle soit reconnue. Il se trouve que cet arbre, sur la branche duquel il fut pendu, servit plus tard à la construction de l'armoire en question. Et cet homme, encore choqué par l'injustice de la situation vécue, était resté lié au lieu où il était mort. Nous avons situé la date de sa mort de façon imprécise, mais elle remontait à plusieurs siècles, et c'est ainsi que Jean s'était retrouvé lié à cette armoire. Il ne parvenait pas à comprendre que le temps avait passé, et que plus personne n'était là pour faire justice, pour prendre en compte sa déclaration d'innocence. Il nous dit aussi qu'il avait un immense plaisir à regarder Léo grandir et jouer, car lui-même était père, et il était dans la tristesse de la perte du lien causé par sa mort. Nous avons prié pour Jean, ou plutôt, dans notre jargon médiumnique, nous lui avons donné de l'énergie et avons créé un canal, comme une cheminée, d'énergie et d'amour, pour que son âme puisse partir. Nous avons ressenti sa reconnaissance, mais elle ne voulait pas partir. Notre séance de médiumnité ce soir-là s'acheva ainsi. Le lendemain, j'allais discuter avec la jardinière d'enfants. Je lui demandais d'où venait cette armoire et ce qu'elle savait sur elle. Elle n'avait pas beaucoup d'informations, mais je me souviens qu'elle me parla du sentiment de malaise que cette armoire avait toujours généré chez elle. Malgré la beauté de l'objet, elle n'avait jamais pu la supporter. Et c'est pour ça qu'un jour, elle s'en était débarrassée abruptement. Nous vécûmes encore plusieurs semaines avec Jean de l'Armoire, mais maintenant que nous connaissions son histoire et son identité, notre attitude à son égard avait changé. Lorsque j'entrais dans la chambre de Léo, je saluais Jean. Parfois Léo l'incluait dans ses jeux, et ma fille Yona lui parlait volontiers elle aussi. La situation cependant ne pouvait rester comme ça. Avec mes amis du cercle de médiumnité, nous refîmes deux autres fois des séances. Nous devions signifier à Jean que nous croyions à sa version et que nous le considérions comme parfaitement innocent. Nous avons donc dit et redit que nous croyions à son innocence, qu'il était mort et que sa place était dans la lumière avec les siens, avec son fils, sa femme, les êtres de lumière qui l'entouraient, mais certainement pas dans l'armoire. Et enfin, un soir où je travaillais seule avec lui, je sentis comme une détente d'énergie, un soulagement chez lui, et il partit. Ce fut comme une dissolution d'énergie aspirée vers le haut, avec un sentiment de légèreté et de joie indicible. Jean de l'Armoire ne se manifesta plus jamais. Alors donc, le besoin de justice. Alors cet exemple montre bien la difficulté de certains esprits à comprendre ce qui leur arrive. Ils sont comme figés dans une intention. Ce que Hans Jacob, dans son attachement, pour lui, seuls les attachements et les aversions sont susceptibles d'empêcher un défunt de partir. Jean voulait être reconnu innocent. C'est cela qui est important pour lui, et comme dans l'au-delà, le temps n'existe pas, ou du moins pas de la même façon, il n'y a pas eu conscience que des siècles s'écoulaient. À aucun moment Jean n'a souhaité nous faire peur, ni n'a montré de malveillance à notre égard. Au contraire, il avait plaisir à voir grandir Léo, et à être près de lui lorsqu'il jouait. Les enfants n'ont jamais été dérangés par lui. Le malaise que j'ai ressenti était uniquement lié au fait qu'il est désagréable de sentir, observer, sans savoir par qui et pourquoi. Nous avons peur de ce que nous ne voyons pas, mais au fond, c'est uniquement de l'invisible dont nous avons eu peur, du mystère en quelque sorte, car à partir du moment où l'histoire de Jean a été identifiée, je me suis mise à le saluer sans plus de malaise. Il a été comme adopté par la famille. Une fois de plus, cela montre bien l'importance de notre aptitude à la compassion, car c'est grâce à l'énergie de lumière et d'amour que nous lui avons envoyé, que Jean a pu s'apaiser et partir. Une énergie de peur ou de rejet n'aurait fait que confronter son sentiment d'injustice. Cet exemple est donc très clairement une invitation. Si un jour cela vous arrive à vous aussi, à rester parfaitement calme et à contacter un médium ou à entrer vous-même en contact avec le défunt pour l'écouter et finalement le libérer. Il est intéressant de noter également que mon mari n'a senti la présence de Jean à aucun moment. Cela montre bien que nous avons tous une sensibilité plus ou moins développée. Là où certains seront fortement dérangés, d'autres ne sentiront strictement rien. Une fois encore, il n'y a pas vraiment de raison objective d'avoir peur. Les manifestations des défunts sont la plupart du temps très subtiles. Ils n'ont rien de physique ni d'agressant.
Ils sont pure énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Il vous intéresse ce livre? Oui. Vous voulez le prendre? Tenez, écoutez. Non, non, c'est bon. Bah, écoutez, vous me payerez la prochaine fois. En fait, ce que vous faites, vous le lisez et puis vous revenez me voir pour me dire ce que vous en avez pensé. Oui, volontiers. Bonne journée. À bientôt.